Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire Sud20 Bio. Donc, Valérie Plado, je suis chargée de mission œnologie et qualité. À Sud20 Bio, je suis accompagnée donc de Marion Aslanian, qui est responsable des services aux AD. Je vous propose de démarrer sur ce sujet aujourd'hui. Donc, le goût de souris, on en parle. Donc, on accueille donc Nicolas Richard tout d'abord, donc, qui est chargé d'études à l'Institut Rodinien. Donc, il va nous faire un peu un état des lieux des connaissances sur les goûts de souris aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on en sait, origine, descripteurs, les molécules, les facteurs, etc. Puis, donc, Lucille Pic, donc, qui est responsable d'expérimentation œnologie à l'ICV, nous fera une synthèse donc, des différents essais qui ont été menés sur les traitements des goûts de souris, plutôt donc en curatif. Puis, nous aurons donc Amy, pardon, voilà. Amy Egafal de l'IFV du Val-de-Loire, donc qui est ingénieur recherche en microbio et biologie moléculaire. Donc, il nous présentera l'étude qui a été faite donc en Val-de-Loire sur les vins de la campagne donc de 2020. Et puis, je vous présenterai donc le plan de surveillance que l'on a réalisé à plus petite échelle en région Occitanie cette année et les projets pour l'année prochaine. Voilà, nous finirons donc par vos questions et je laisse la parole donc à Nicolas. Donc, merci à toi Valérie, merci à tous d'être ici. Donc je vais essayer c'est à moi que revient la charge de vous présenter, de vous faire un petit panorama de ce qu'on sait et puis aussi un peu de ce qu'on ne sait pas sur les goûts de souris. Donc si tu peux changer la diapo. Voilà. Donc déjà, on va parler des goûts de souris, parce que c'est vrai que ça relève de plusieurs descripteurs et de plusieurs sensations. Euh, donc en fait, la grande famille des goûts de souris, elle va des odeurs type maïs ou riz basmati ou eau de cuisson du riz, jusqu'à même des odeurs un peu de crackers, de tortillas. Et puis on a une autre grande famille qui serait donc en bas à droite, là, qui est plutôt des odeurs animales avec un descripteur qui est assez typique, c'est la peau de saucisson. Même si moi, perso, c'est pas forcément le descripteur qui me parle le plus. Il y a même aussi un peu des descripteurs métalliques. Alors ça me parle un peu moins, mais ça revient assez fréquemment dans la description des goûts de souris. Et puis enfin, à gauche, vous avez finalement ce pourquoi ça s'appelle goût de souris, en vrai, c'est-à-dire le descripteur cage de rongeurs avec forcément un peu d'urine dans la paille. Et donc, il y a cette odeur, voilà, cette odeur d'urine de rongeur, en vrai. Voilà, tu peux passer la diapo. Donc, en fait, ces goûts de souris, ce qu'on sait, par contre, donc voilà, ça regroupe tout un tas de descripteurs, mais en vérité, ça relève de la même famille de molécules, qui est une famille qu'on appelle la famille des pyridines. Donc, c'est des molécules assez simples, comme vous pouvez le constater. Alors là, j'en ai mis 4 en exemple, parce que c'est les 4 les plus connus à ce jour. En vérité, il y en a au moins 5 connus à ce jour, et je pense que dans les années à venir, on en découvrira d'autres. Euh, Toujours de cette famille des pyridines, et puis peut-être même aussi un peu d'une autre famille, les thiazoles. Bon, ça on verra à l'avenir. Alors il faut savoir que ces molécules-là, elles ont une particularité très nette. Elles ont vraiment une particularité, c'est de leur volatilité. Elle dépend du pH finalement dans lequel elles sont. Ok. Donc, concrètement, ça veut dire que au pH du vin, vous avez très peu de chances de les sentir directement, c'est-à-dire en orthonasal, en sentant le vin dans le verre, parce que tout simplement, le pH du vin, il est trop bas, donc elles ne sont pas assez volatiles. Par contre, une fois que ça va se mélanger à votre salive, quand vous allez déglutir ou ne serait-ce que même cracher, mais donc il va y avoir un mélange qui va se faire entre le vin et la salive ayant, elle, un pH beaucoup plus haut que le vin, on va dire que ce mélange vin-salive, il a un pH de fait plus haut que le vin seul. Et donc ça va volatiliser très fortement ces molécules-là, les pyridines, et donc elles vont être très volatiles et elles vont finalement suffisamment volatiles pour être perçues par les fosses nasales du nez. Et donc en fait, c'est ce qui explique qu'on l'a toujours quasiment seulement en rétro-nasal et pas en orthonasal. Ça vient de là. Voilà. Tu peux passer. Donc voilà, donc non seulement ces molécules, elles ont une particularité pour la dégustation, c'est-à-dire qu'on les sent beaucoup plus en rétronasal qu'en orthonasal, mais en plus, il y a d'autres facteurs, d'autres paramètres qui viennent compliquer la détection de ces goûts de souris, en fait, qui viennent compliquer la dégustation.
Le premier des paramètres, c'est que en fonction donc de fait de votre pH buccal, il n'y aura pas la même volatilité, donc la même quantité de gouttes souris qui va être perçue. Et en vérité, le pH buccal, il varie beaucoup. Il varie beaucoup d'un être humain à un autre. Il varie quasi de 1 à 2 unités pH, donc ce qui est en fait juste énorme. Et en plus, vous-même, il peut varier d'une unité pH, ce qui est déjà aussi énorme, au cours de la journée, de votre état de fatigue, de ce que vous avez mangé ou bu juste avant. Ok. Donc ça génère déjà pas mal de variabilité dans la perception. Et puis, il y a une autre type de variabilité enfin, sur laquelle on reviendra un peu plus tard dans l'exposé, c'est que en fonction de, vous avez dû tous le constater, quand vous laissez votre verre tout simplement en vidange au cours d'un repas, par exemple, typiquement chez le consommateur, et ben en fait, le goût de souris va évoluer. C'est-à-dire qu'en général, il va même plutôt augmenter avec la tenue à l'air, c'est-à-dire avec le contact à l'air et à l'oxygène en particulier. OK. Quoi qu'il en soit, non, je vais juste la diapo d'avant. Donc, la dégustation est un peu compliquée, mais on a quand même réussi à mettre en œuvre des petites astuces pour essayer de se mettre dans les meilleures conditions possibles. À ce jour, l'astuce la plus simple, c'est de rajouter à peu près 5 grammes par litre de bicarbonate de soude. C'est du bicarbonate de soude alimentaire, tout ce qui est le plus basique. Euh, donc, vous achetez en magasin. Et en fait, l'idée, c'est d'atteindre un pH de quasi 5 à peu près. Ok. Donc, vous voyez qu'il y a une élévation quand même de au moins une unité pH, si ce n'est plutôt 1,5 unité pH. Et en fait, ça va mimer ce qui se passe au contact de votre salive, donc au fond de votre gorge. Et sauf que là, ça va se faire directement dans votre verre de vin. Et donc, vous allez pouvoir volatiliser suffisamment de pyridine pour le percevoir direct au nez, donc direct en orthonasal, ok, sans même avoir à le prendre en bouche. Voilà. Ça peut être intéressant parce que c'est assez dégueu en général comme phénomène. Tu peux changer de diapo. Merci. Donc en fait, ces pyridines, on sait à peu près les détecter au nez, mais vous voyez, il y a un gros travail de consensus à faire encore d'entraînement pour chacun de nous. Et on sait aussi à peu près les détecter de manière chimique, mais là aussi, c'est pas tout à fait consensuel et pas tout à fait établi. C'est-à-dire que déjà, il n'y a pas de méthode officielle à aujourd'hui. Il y a donc des premières méthodes donc en GCMS, donc pour les chimistes, ça va leur parler un petit peu, donc c'est de la chromatographie de gaz qui avait été mise en place par l'AWRI, donc un institut de recherche australien dans les années 2000. Et puis après, ça avait été un peu à l'abandon de toute la recherche internationale. Et là, en France, il y a donc avec toute cette vague de recherche, enfin de gens qui commencent à s'y intéresser à nouveau, il y a, on peut dire par exemple, 4 labos qui aujourd'hui sont capables de les analyser. Donc, vous avez l'ISVB à Bordeaux, vous avez l'Excel aussi, Excel à Bordeaux, vous avez Dubernet à Narbonne et Niceos à Montpellier. Il y en a peut-être d'autres en France, mais à ma connaissance, j'en connais pas d'autres. Il se trouve que chacun a sa méthode pour l'analyser et en l'occurrence, quand on essaye de faire de la comparaison de méthodes, le peu qu'on a essayé de faire, on n'a pas forcément de répétabilité entre les méthodes. Donc à aujourd'hui, c'est assez compliqué de s'acheter une méthode, de s'acheter une analyse de pyridine et de se dire qu'on va avoir raison et on va pouvoir suivre ces vins ou valider des effets avec de l'analyse. Voilà. Donc maintenant qu'on a fait le petit tour du problème, en tout cas, on a défini le problème, on va se poser la question d'où ça vient. Donc, tu peux changer de diapo. Voilà. Donc, les Australiens, justement, de la WRI, dans les années 2000, ils avaient mis en œuvre la première voie, la première explication à l'apparition de ces péridines. Et c'était une voie microbiologique, donc soit par les Brettanomyces, soit par bactéries lactiques. Je vous ai mis les deux petits monstres en photo. Et donc, c'est de la transformation d'acides aminés, donc typiquement de la lysine ou de l'ornithine, qui, au contact de l'acétaldéhyde, c'est-à-dire l'éthanol, en vrai, donne ces fameuses pyridines, donc, dont les plus importantes sont ATHP et API, les plus théoriquement importantes. Petit focus sur bactéries lactiques, il se trouve que, par exemple, les travaux de l'ISVV ont montré que, en fait, il y a à peu près toutes les espèces, toutes les familles de bactéries lactiques étaient capables de produire des pyridines. Donc, ça tombe mal pour nous. En détail, Lactobacillus en produit. La plupart des souches de nos Coccus-uni, donc la bactérie lactique commerciale par excellence, en produit. Il se trouve que Pediococcus aussi en produit, enfin certains Pediococcus.
Bref, le constat est assez flippant. Euh, Autre constat un peu flippant, par exemple, le laboratoire Excel, ils avaient recensé que ils avaient essayé de dénombrer des populations dans tous les 20 goûts de souris qui leur arrivent au labo, et ils ont estimé que dans 67% des cas, quand même, il y avait de la brette, et dans 52% des cas, il y avait des bactéries lactiques, et donc souvent les deux. Voilà. Mais pas que, c'est-à-dire qu'il est aussi, maintenant il est démontré que, il peut y avoir des goûts de souris sans aucun recours à un micro-organisme. Donc si tu peux changer de diapo. Voilà. Alors c'est ce qu'on va appeler la voie chimique, hein, à l'inverse de la voie microbiologique. Et ça fait appel aux fameuses réactions de Maillard. Donc les réactions de Maillard sont des réactions chimiques hyper connues dans l'agroalimentaire. Vous les connaissez forcément. Quand vous achetez du pain, bah, ces goûts de pain cuit, quand vous faites cuire une viande à la poêle, ne serait-ce qu'un steak ou n'importe quoi, bah, ces fameux goûts de cuit, ces fameux goûts de cuisson, ou on appelle ça aussi des sucs de cuisson ou des goûts de caramel, tout ça, ce sont des pyridines. Il se trouve que ce sont exactement les mêmes pyridines qu'on retrouve dans le vin. Et d'ailleurs dans d'autres produits alcooliques fermentés comme la bière ou le cidre. Et donc, ce sont des molécules très courantes et très étudiées. La voie chimique, elle est très documentée dans les autres produits agroalimentaires. Depuis quelques années, on sait maintenant aussi qu'elle a lieu dans le vin, on l'a validé, on l'a prouvé. Et en l'occurrence, avec ces fameux acides aminés en particulier, et puis je vous ai mis donc le mot dicarbonyl. Alors c'est un mot qui fait peur, mais qui veut juste dire que c'est des aldéhydes ou des cétones, et à commencer par l'éthanal, hein, la plus classique des aldéhydes. Euh, et il y a la production de ces pyridines. Ces pyridines, elles sont produites plus ou moins rapidement en fonction du pH du vin et en fonction de la température auquel il est confronté. Et vous vous en doutez que, comme toutes les réactions de Maillard, donc sont souvent des réactions qui sont liées à la cuisson, vous vous doutez que plus il fait chaud, plus il va y avoir des réactions de Maillard, donc plus il va y avoir de pyridines par la voie chimique. Voilà, si tu peux passer. Et puis, quand on prend un tout petit peu de recul, d'une manière plus empirique et avec un petit peu le recul de l'onologue, pourquoi et comment elles arrivent, ces pyridines et ces deux voies de production? Elles arrivent parce que, ben, vous savez tous qu'elles arrivent parce que l'usage et donc les doses de SO2 diminuent, et donc ça laisse plus la place à des réactions chimiques. C'est-à-dire qu'en vérité, quand les pyridines sont produites, elles peuvent peut-être moins être combinées par le SO2 et donc plus perçues. Et puis le SO2, il va aussi évidemment avoir un effet antimicrobien, donc anti-brette et antibactérie lactique. Et puis je vous ai mis le pH, parce que le pH, par l'effet direct sur l'activité des micro-organismes et sur les réactions de Maillard, et puis par l'effet indirect, parce qu'évidemment, un pH qui augmente du fait du réchauffement climatique, et ben, c'est aussi une activité du SO2 qui diminue. Alors, non, juste si tu peux revenir sur la diapo d'avant, voilà, merci. Et puis aussi, je suis sûr que la plupart ont à peu près conscience que selon la phase, selon on va dire l'état redox du vin, c'est-à-dire si on est plus sur une phase oxydative ou plus sur une phase réductrice, on a une expression qui va varier de ces pyridines, et on va en général avoir plus ça fait une sorte d'effet de yo-yo, moi j'ai mis ça comme ça, et on va avoir en général plus de perception des pyridines en phase oxydative qu'en phase réductrice. D'ailleurs, à ce sujet, donc tu peux changer de diapo. Je vous ai mis juste un tout petit exemple de genre de questions qu'on essaye de se poser en expé, en recherche. Est-ce que justement, lors d'une tenue à l'air, donc typiquement j'ai mis un vin en tenue à l'air, et puis vous voyez, entre le 7 août et le 20 septembre, et puis j'ai dosé très régulièrement, j'ai fait doser donc la THP et le THP, qui sont en général les pyridines les plus retrouvées dans le vin. Et en me posant la question, finalement, est-ce qu'elles sont juste exprimées par une phase oxydative, c'est-à-dire est-ce qu'elles sont révélées par une phase oxydative mais qu'elles étaient déjà là, ou est-ce qu'elles sont carrément produites lors d'une phase oxydative? Alors il se trouve que, comme vous pouvez le constater sur ce graphe, elles sont franchement produites lors d'un contact avec l'oxygène prolongé, type tenue à l'air dans le verre ou la bouteille chez le consommateur. Si tu peux changer de diapo.
Donc, je vous ai mis un petit récap. Alors, on ne va pas s'attacher à faire la description de tout ce qu'il y a écrit sur cette diapo. Il y a beaucoup trop de mots. Mais c'était juste un petit récap de ce qu'on sait à peu près, ou de ce qu'on subodore, on va dire, sur les facteurs qui seraient favorables et d'autres, au contraire, qui seraient inhibiteurs du goût de souris. Je vous ai mis à la fois les facteurs des constats théoriques et des constats empiriques, donc ce qu'on constate dans les caves, et des constats théoriques, donc en fait ce qui est issu de la bibliographie. Et puis donc ça reprend une partie de ce que j'ai dit, de ce que j'ai dit, de ce que je viens de vous raconter, et puis ça pousse un petit peu le détail. Mais surtout, ce que je voulais dire, et on va finir là-dessus, et tu peux changer de diapo, c'est que, voilà, c'est que finalement, tout ça, cette connaissance des facteurs inhibiteurs et favorables nous permet peut-être d'élaborer à l'avenir des pistes préventives, pardon, et ça serait les sujets de recherche à venir. Est-ce que extraire beaucoup de tanins ou même enrichir en tanins peut augmenter l'effet antioxydant et donc permettre de passer plus souvent en phase réductrice, finalement en consommant cet oxygène dissous et en évitant qu'il soit utilisé pour faire des pyridines? Première question expérimentale intéressante. Deuxième question intéressante, est-ce que finalement la sécurité fermentaire, c'est-à-dire finalement bien sécher les sucres, éviter l'élevage sur lit, est-ce que ça, alors pour le coup ça paraît assez contradictoire avec l'effet réducteur, mais en se disant qu'il n'y aura pas de micro-organismes et il n'y aura pas trop de relargage des fameux acides aminés qui sont susceptibles de donner des pyridines, est-ce que le fait de sécher des sucres aussi est si important que ça, parce qu'on a vu que c'était très très souvent corrélé à l'apparition des pyridines? Et enfin, on peut aussi toujours rêver, peut-être qu'à l'avenir, les sélectionneurs, les producteurs de bactéries lactiques sauront nous trouver des bactéries lactiques qui seront souris-free, hein, entre guillemets, ou à minima bien moindre productrices de pyridine que celles qu'on trouve généralement dans nos caves. Voilà, j'en ai fini. Merci beaucoup, Nicolas, pour cette première présentation et cet état des connaissances. Je passe la parole maintenant à Lucille sur les essais faits sur les traitements. Bonjour à tous. Donc, moi, j'ai eu la mission d'essayer de faire une synthèse de l'ensemble des résultats qui ont pu être obtenus par les 3 centres d'expérimentation qui sont présents ici, concernant l'intérêt de traitements curatifs par rapport à la présence des goûts de souris. Donc, Nicolas vient bien d'expliquer tout ce qu'on savait et surtout tout ce qu'on ne savait pas et tout ce qu'on ne maîtrisait pas. Et donc, une des approches qu'on a tous eues, c'est de se dire, bon, ben, tant qu'on n'arrive pas à maîtriser leur apparition, est-ce qu'on peut au moins essayer de maîtriser leur disparition? Donc, sur l'ensemble des 3 expérimentateurs, il y a plus d'une 50aine de produits de traitement qui ont été testés, qui ont été piochés dans toutes les familles d'additifs et d'intrants imaginables, parfois avec des usages qui sont un peu hors cadre réglementaire. Certains ne sont pas bio aussi, hein, on ne s'est rien interdit en fait. Donc, on a utilisé des tanins analogiques, on a utilisé des cols type PVPP, bentonite, protéines animales, protéines végétales, on a utilisé les charbons, on a utilisé le sulfitage, on a même essayé d'oxygéner les vins, on a essayé de les acidifier. Et donc, pour chacune des familles de produits, on a eu l'opportunité de travailler avec différentes préparations commerciales, pour certains d'entre eux en tout cas, et aussi, à nous tous, on a balayé une certaine gamme de doses d'utilisation en montant au moins au maximum de la dose légale autorisée et parfois même en dépassant cette dose. Donc, je ne vais pas vous donner tout le détail de tout ce qu'on a fait, mais c'est un peu pour vous planter le cadre et je dirais la variabilité des tests qu'on a pu mettre en œuvre. Sur les conditions d'application de ces différents traitements, alors ça dépend un peu des secteurs. Donc, sur le pays de la Loire, la vallée de la Loire, ils ont travaillé sur des blancs. Et dans le sud, entre Nienterode et l'ICV, on a travaillé plutôt sur des rouges méditerranéens ou rhodaniens, avec des temps de traitement qui ont différé selon le centre d'expérimentation, mais du coup, on a été amené avec des temps de traitement de 24 heures, de 2 jours, de 4 jours, de 7 jours ou de 9 jours. Donc, vous voyez là aussi une gamme, je dirais, assez intéressante en termes de panel de choses à tester. Certaines mises en œuvre se sont faites sans agitation, d'autres se sont faites avec agitation. Et enfin, la façon dont on a choisi d'évaluer l'impact des traitements a différé selon les centres d'expérimentation.
Certains centres ont fait une dégustation en petit comité rapide, simplement, voilà, on sent le vin avec les méthodes que vous a indiqué Nicolas tout à l'heure, en ayant suffisamment désacidifié pour être sûr de s'affranchir de la variabilité des jurys, mais en tout cas, on sent le vin et on note l'intensité de la souris, ou on dit ça a disparu, ça n'a pas disparu, ou bien même on sent le vin en comparaison du témoin non traité, et on fait une notation d'intensité avec une échelle prédéfinie par rapport au jury. Et enfin, la troisième méthode d'évaluation de l'impact qui a été mise en œuvre, c'est l'approche qu'on appelle des tests triangulaires. Donc, on présente en vert noir 3 verres anonymes. Dans ces verres, on a soit le vin traité, soit le vin témoin. Une des deux modalités est répétée, pas l'autre. Et donc, le jury doit trouver quelle est la modalité qui n'est pas répétée. Donc, c'est un test qui, statistiquement, est assez robuste, assez solide et permet en fait de mettre en évidence si oui ou non il y a des différences significatives entre les deux produits, c'est-à-dire dans ce qui nous intéresse ici, entre le vin non traité et le vin traité. Donc, je vais vous présenter maintenant quelques pistes de résultats que nous avons pu obtenir. Valérie, tu peux changer la... Merci. Alors, premier type de résultat qu'on a obtenu lorsqu'on a travaillé avec les tests triangulaires, où là, les comparaisons avaient été faites entre le vin témoin et soit des modalités sulfitées, soit de l'acidification, soit des tanins, soit de l'aération, ou du Kyofine B, du chitosane. Donc sur l'ensemble des essais qu'on a réalisés, avec 2 temps de contact possibles, eh bien, en fait, sur les tests triangulaires, rien n'est sorti significativement différent. Ici, ce qui est encadré dans le cadre bleu, c'est le nombre de personnes qui ont effectivement trouvé le vin qui n'était pas le même que les 2 autres. Et on voit qu'on a moins de la moitié des jurés qui les ont trouvés. Donc, ça veut dire que c'est le hasard qui a fait qu'ils ont trouvé le bon vin. Donc, ça veut dire que l'effet n'avait aucun impact vraiment, le traitement n'avait vraiment aucun impact net sur le profil organoleptique du vin. Une autre série de résultats que je vais maintenant vous montrer. Donc là, c'est une approche avec une notation de l'intensité du niveau de souris qui a été faite. La barre la plus à gauche de l'histogramme est celle de l'intensité du témoin, qui était donc une intensité de 4, qui était évaluée très forte. Et donc, sur l'ensemble des traitements mis en œuvre sur ce vin-là, on voit qu'il y a à peu près 7 modalités de traitement qui ont quand même conduit à des niveaux d'intensité du goût de souris faibles, voire ou limite absents. C'est des moyennes de plusieurs dégustateurs qu'on a ici. C'est pour ça qu'on a des valeurs qui ne sont pas forcément des valeurs rondes. Donc, on a commencé, les gens qui ont travaillé sur cette équipe, notamment le Val-de-Loire, se sont dit, tiens, on tient quelque chose. Donc, ils ont décidé de vérifier un petit peu ces résultats. Donc, ils ont remis en œuvre sur la même matrice, ils ont fait de la reproductibilité de l'impact du traitement. Et donc, voilà les résultats qu'ils ont obtenus sur la diapo suivante. Et ben, vous voyez ici que sur les mêmes produits mis en œuvre, sur le même vin, mais en 2 séries de manips différentes, vous avez en vert foncé le niveau d'intensité de souris de la première manip, en vert clair de la deuxième manip. Mais en fait, ce n'est pas du tout reproductible, malheureusement. C'est-à-dire que des traitements qui avaient permis la première fois d'abaisser vraiment nettement l'intensité du goût de souris, ben, la deuxième fois, on se retrouve avec des niveaux de goût de souris qui restent moyens à forts et qui finalement ne sont pas aussi intéressants que ça en termes de traitement. Donc malheureusement, les effets qui ont pu être mesurés ne sont pas reproductibles. Une autre question qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'il y a des effets qui se maintiennent dans le temps pour les produits où on avait pu voir un peu d'effets, Valérie? Et donc, c'est l'illustration suivante où un même traitement a été évalué à 2 jours et à 9 jours après mise en œuvre et où on voit que finalement, il y a une évolution du niveau de goût de souris qui peut aller dans un sens ou dans l'autre. Hein. Et donc, on n'a pas non plus, pour certains produits qui paraissaient intéressants, quelque chose qui se maintient suffisamment longtemps dans le temps pour dire qu'on a un véritable effet curatif des produits qu'on a testés.
Donc, ce que je vous ai présenté ici et qui a été illustré avec quelques résultats, entre guillemets, chiffrés, forme de graphique, je sais que Nicolas l'a aussi obtenu sur son secteur, puisqu'il a essayé certains traitements qui lui paraissaient prometteurs et sur lesquels il avait communiqué avec nous. Il est revenu vers nous en nous disant bah, « je l'ai remis en œuvre sur d'autres matrices et au final, je n'ai malheureusement pas retrouvé l'effet que j'attendais et que j'espérais ». Donc, c'est un peu la conclusion à laquelle, malheureusement, on aboutit tous, à ce jour, en tout cas, dans l'état de nos connaissances. C'est bien qu'on ait testé de nombreuses matières actives et même pour certaines matières actives, de nombreuses préparations commerciales, avec une plage de doses assez importante en montant à des doses relativement élevées, des temps de contact qui soient divers, on a essayé du court, on a essayé du long, et ben on n'a aucun produit qui nous a permis d'obtenir un effet curatif du goût de souris qui soit régulièrement obtenu, qui soit de façon durable et qui puisse se confirmer sur une grande variabilité de matrices. Parfois, il y a un produit qui va marcher sur un vin. On n'est pas sûr que l'effet obtenu va se maintenir dans le temps, malheureusement, et ça rejoint ce que disait Nicolas tout à l'heure sur la versatilité de la perception aussi de ces odeurs. Et ce n'est pas parce que ça a fonctionné sur cette matrice que ça va fonctionner sur la matrice suivante. Donc, on est à ce jour un petit peu démunis, malgré tout. Et ce n'est pas un constat d'échec, mais en tout cas, on n'a pas de piste sérieuse à vous proposer à l'heure actuelle. Très bien. Merci Lucille pour ce panorama des essais sur les effets curatifs. Je passe maintenant la parole à Amy qui va nous présenter l'étude sur les vins qui a été faite en Val-de-Loire. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, hein. On y répond au fur et à mesure et puis on les reprendra aussi à la fin. Bonjour à tous. Donc nous, on a effectué, donc ça fait un peu plus de 3 ans qu'on travaille sur la thématique à l'IFV du côté de Nantes. Et donc, vas-y Valérie, super. En fait, à la base, donc nous, on bosse sur un projet régional sur cette thématique. Et donc, en fait, on avait des remontées terrain depuis quelques années parce qu'il y avait de plus en plus de goût de souris. Voilà, les vignerons revenaient vers nous. Donc, en fait, courant 2019, on a fait un sondage pour évaluer un peu la thématique dans notre région via les différentes structures régionales. Et donc, c'était très simple. Il y avait 3 questions. Savez-vous reconnaître le goût de souris? Est-ce que vous en avez déjà observé? Et sinon, est-ce que vous êtes intéressé pour être formé? Et donc, on a 174 vignerons qui ont répondu à l'enquête. Et sur ces 174, il y en a quand même 62% qui avaient déjà été confrontés à cette déviation. Donc, ce n'est pas un chiffre anodin. Donc, en fait, à la suite de ce sondage, on a décidé de commencer à travailler sur la thématique. Tu peux passer la diapo, Valérie. Et donc, pour cela, la première année, donc c'était une année d'observation, comme on l'avait appelé, et donc on a fait une grande collecte d'échantillons. Donc, on a collecté des échantillons, donc comme vous pouvez le voir sur la carte, dans tout le Val-de-Loire. Donc, vraiment, ça allait de Nantes jusqu'à Tours, donc sur beaucoup d'appellations. Et en fait, de novembre 2020 à avril 2021, on a collecté une 60aine de vins de tous cépages différents, du rouge, du blanc, du rosé, de l'effervescent et plein de choses. Et en fait, voilà, le but, c'était vraiment d'évaluer le défaut sur notre région. Vas-y, Valérie. Alors, pour caractériser donc la 60aine de vins qu'on a récupérés, on a voulu les caractériser, donc premièrement, avec une analyse microbiologique. Donc, pour cela, on voulait faire un état des lieux des micro-organismes dans les vins qu'on a récupérés. Donc, voir la présence de levure totale, la présence de brette, la présence de bactéries. Et on a isolé les micro-organismes qu'on avait récupérés dans les vins, on les a mis en collection et ensuite on a extrait l'ADN pour pouvoir les identifier, pour pouvoir voir ce qu'il y avait dans les vins. Et donc, à la suite de cette analyse microbiologique, en conclusion, donc sur la 60aine de vins qu'on a récoltés, il y avait 75% de vins, on a retrouvé le Nococcus honii, 20% qui étaient contaminés avec Brettanomyces. Je veux juste mettre un petit point de vigilance. C'était à l'instant T, on a récupéré le vin. Dans les vins qu'on a récupérés, on a récupéré des vins autant qui étaient en cuve, autant qui étaient en bouteille. Donc, il y avait des vins qui avaient déjà été filtrés, etc. Donc, en fait, c'est pas parce qu'on n'en a pas forcément retrouvé certains vins qu'il n'y en a pas eu un moment. Donc, il faut bien garder ça en tête. Mais en tout cas, on a fait donc du coup toute l'analyse de diversité sur ces vins. On a récupéré environ 800 souches de bactéries, principalement le Nococcus honii, et on aurait bien aimé trouver une coupable,
mais pas de prédominance. Voilà, une énorme diversité sur les vins, environ 155 profils différents, enfin voilà, beaucoup de bactéries différentes. Et pareil pour les levures, donc on a mis environ 700 souches en collection, beaucoup de Saccharomyces avec une grande diversité, aussi des Brett, des Pichia, des Enseniaspora, enfin voilà. Donc malheureusement, au niveau microbiologique, pas de consensus à ce niveau-là. Ensuite, on a fait l'analyse sensorielle. Donc en fait, on a entraîné un panel pour pouvoir détecter le goût de souris. Donc pour cela, on l'a fait en plusieurs étapes. Donc le panel, en fait, c'était le comité de pilotage, enfin tous les acteurs du projet. Donc à la première séance, on a fait un sniffing de solutions modèles qu'on a réalisé. En fait, c'est de l'eau qu'on avait infusée avec les différents descripteurs, donc de la peau de saucisson, de l'eau de riz, des galettes de maïs, etc. Donc on a fait ça, tout le monde, voilà, pour un peu se familiariser avec les différents descripteurs. Et ensuite, on a fait du sniffing et la dégustation de vin souricé, afin qu'on soit tous calés là-dessus. Et en fait, au vu du grand nombre de vins qu'on avait, nous, la méthode qu'on a appliquée, et donc du coup, je réponds aussi à la question qu'il y a eu dans le chat tout à l'heure sur les essais curatifs, parce que c'est la technique qu'on a utilisée. Nous, on a réalisé la détection via un sniffing, en fait. Donc, c'est des petites bandelettes qu'on a imbibées de soude. Et en fait, qu'on fait sécher. Et ensuite, on les trempe dans le vin. Et en fait, ça va basifier le pH du vin. Et en fait, ça va rendre les molécules volatiles. Et en fait, ça, c'est pratique parce que quand on a énormément de vin, comme nous, on avait des grandes séries, pareil pour les essais curatifs, ça évite de saturer parce que, comme a dit Nicolas, voilà, quand on déguste, au bout d'un moment, ça devient compliqué. Donc, au moins, en sniffing, ça permet de faire des grandes séries. Et on a noté donc sur une échelle discrète, donc l'échelle de 1 à 4, comme on a vu précédemment. Et donc là, vous avez sur le graphique les résultats de 53 vins. Et donc, vous pouvez voir qu'on a récupéré des vins qu'on a trouvés faiblement, moyens ou très fortement souricés. Voilà, ça a été vraiment assez homogène. On a vraiment récupéré des vins plus ou moins souricés. Et en fait, à la suite de cette analyse microbiologique et sensorielle, on a sélectionné 33 vins. Donc 11 avec détection faible, 11 avec détection moyenne et 11 avec détection forte. Et on a fait une batterie d'analyse la plus large possible pour essayer de trouver un consensus, de trouver quelque chose, de trouver un point commun et entre les vins fortement souricés et voir les différences avec les vins faibles ou moyennement souricés. Donc voilà, on a fait du physico-chimique, le pH, l'azote, le délactique, l'acétaldéhyde. On a essayé aussi d'aller voir l'oxydabilité, on a fait les phénols volatiles, les acides gras, les amines biogènes, les goûts de souris, enfin voilà, tout plein de choses. Et donc voilà, donc ça a fait beaucoup de données à traiter. Et à la suite, donc pour les résultats, donc là vous avez sur cette diapo donc, le dosage des molécules goût de souris. Donc c'est en trois catégories. Donc vous avez les vins sont triés du noté le moins souricé au plus souricé. Donc, ça veut dire que le 17 tout à gauche, on n'avait pas trouvé de goût de souris au sensoriel. Et le 31 tout à droite, c'est celui que nous, on avait noté le plus souricé au sensoriel. Donc, on peut voir déjà qu'on n'avait pas de détection d'APY et de 2AP que nous, on avait déjà vu plus dans des expés au labo. Donc, déjà, ça nous a fait un peu bizarre. On peut aussi voir qu'on avait quand même une bonne corrélation entre notre analyse sensorielle et l'analyse des molécules, puisque c'est quand même dans la catégorie fort où on retrouve le plus de vin avec des molécules du goût de souris. Mais dans la catégorie moyen, on en a aussi pas mal. Après, je vous dis ça, vous allez me dire, voilà, le vin 17 qu'on avait noté pas du tout souricé, qui en fait était le plus fort au niveau des goûts de souris, et le vin 32 que nous on a noté très souricé, qui en fait on n'avait pas du tout. Et en fait, c'est quand on pousse un peu plus l'analyse sur ces deux vins-là. En fait, sur le vin 17, il y avait énormément de phénol volatile, puisqu'on était au-dessus de 3000 microgrammes par litre, donc ce qui est assez énorme. Présence de délactique, donc qui indique la présence d'une piqûre lactique, des concentrations élevées en acides gras, des concentrations élevées en amines biogènes, en fait, énormément de défauts qui, en fait, on pense que c'est les phénols volatiles qui ont masqué notre détection des goûts de souris, tout simplement. Et par contre, pour le vin 32 que nous, on avait noté souricé, on a vu qu'en fait, il avait un caractère oxydatif très prononcé et qu'en plus, il avait une forte concentration en éthanol de 318 mg par litre. Donc, le sensoriel, ça nous a montré qu'on était assez calé, mais voilà, malheureusement, au niveau physico-chimique, au niveau analyse, voilà, on peut voir que d'autres défauts peuvent fausser la perception. Et en fait, donc quand on va un peu plus loin sur les analyses qu'on a réalisées, donc un autre impact du développement des Brett, par exemple, c'est qu'on a retrouvé des phénols volatiles sur 29 vins des 33 qu'on a analysés.
et avec des concentrations assez élevées pour certains, puisque pour le dernier qu'on a noté le plus souricé, on retrouve à plus de 6000 microgrammes par litre. Donc, c'est assez impressionnant. Voilà, les vins étaient quand même… et on voit que pour les vins qu'on avait catégorisés forts, on retrouve quand même des phénols volatiles sur tous les vins quasiment, à des concentrations assez élevées. Pareil, un autre résultat, donc rapidement, au niveau des amines biogènes et du délactique, donc le délactique, présence de piqûres lactiques, là, c'est la même chose. On retrouve des amines biogènes et notamment la putrescine dans 32 des échantillons des 33 qu'on a analysés et du délactique dans 25 échantillons sur 33. Donc, en fait, la conclusion qu'on peut faire de ces analyses, c'est que quand on a du goût de souris, généralement, on n'a pas que ça. C'est un petit cocktail, c'est un petit package et c'est pas forcément terrible. Mais voilà, on peut voir qu'on en retrouve quand même sur les vins qu'on avait notés faibles. En conclusion de tout ça, après, on a essayé de faire un peu de, voilà, essayer de relier les paramètres entre eux pour voir s'il y avait des corrélations. Voilà, on avait un rapprochement, on a retrouvé un rapprochement entre la THP, le THP et le pH. Donc voilà, donc on peut penser que le pH confirme que c'est un paramètre œnologique important, et notamment sur le risque des développements de micro-organismes. Plus on a un pH élevé, plus on a un risque de déviation, et de toutes les déviations qu'on vient de voir. Donc en conclusion, c'était la première fois qu'il y avait un essai à grande échelle comme ça qui était réalisé, qui cherche à lier la dégustation et l'analyse des marqueurs. L'apparition du goût de souris est souvent liée à d'autres défauts, les métabolismes sont sûrement tous en lien. Si je peux rajouter, moi, de mon expérience, de ce que j'ai vu, voilà, comme l'a dit Nicolas tout à l'heure, l'importance de l'oxygène. On le voit bien quand on fait des dégustations, les vins qui restent à l'air, généralement, ils peuvent devenir goût de souris assez rapidement. L'importance du pH pour les déviations. Il reste encore beaucoup de questions en suspens, hein. Plus on avance, plus on se pose des questions. Et juste aussi pour votre information, donc nous, on arrive à la fin de ce projet-là. Ça se termine là dans un mois. Et donc, dans le cadre, on a pu créer un kit de formation pour la reconnaissance du défaut. Valérie, si tu peux passer, je crois que je l'ai mis sur la diapo d'après. Voilà, donc on a créé un kit. Donc, c'est un kit pédagogique pour s'entraîner à reconnaître le défaut. Donc, il est composé de 3 vins, donc 2 blancs, un chenin cabernet et un gamay pour le rouge. Dedans, on a rajouté des petites bandelettes imbibées de soude comme nous pour la technique du sniffing comme on réalise. Et ensuite, on a rajouté donc, du bicarbonate de soude à rajouter dans le vin si on a un défaut. Et un échantillon d'arôme de pandan. Donc le pandan, c'est une plante aromatique qui s'approche du goût de souris. En fait, ça a une odeur de popcorn très prononcée. C'est un arôme qui est utilisé dans les gâteaux. Et ça, c'est pratique. Ça fait un bon référentiel pour s'entraîner à le reconnaître. Donc voilà, si vous êtes intéressé par ce kit, n'hésitez pas à me contacter. Mais c'est un outil assez intéressant pour se former là-dessus. Merci beaucoup, Amy. On va poursuivre. Donc, je vais vous présenter le plan de surveillance qu'on a fait donc, en Occitanie, donc à bien moindre échelle que le Val-de-Loire, mais c'était un début. Donc, l'idée de ce plan de surveillance, l'objectif, c'était de suivre des vinifications sur des cuvées qui avaient un potentiel goût de souris. Donc, effectivement, des vins qui en avaient eu les années précédentes et de voir ce que ça donne, en fait, en suivant vraiment toute la vinification pendant donc les vinifs 2022. Donc, on a travaillé avec 12 caves, 12 vins. On a ciblé, donc, au vu des connaissances qu'on nous a présentées, des étapes qui paraissaient peut-être clés sur la production du goût de souris, donc notamment fin de fermentation alcoolique et fin de fermentation malolactique. Et donc, on a demandé aux vignerons, puisqu'ils ont été très investis là-dessus, on les en remercie, de procéder donc à des analyses classiques, œnologiques, et puis certains paramètres complémentaires, notamment le contrôle maturité de l'azote sur mou, les analyses éthanales, fin de fermentation alcoolique et malolactique. Et puis, on a réalisé donc, des analyses microbiennes à ces 2 étapes-là, fin de fermentation, et puis les analyses d'acides aminés, donc, qui sont potentiellement donc, des précurseurs de la production des molécules de goût de souris. Donc enfin, il y a une analyse de molécules elles-mêmes de goût de souris qui ont été faites, fin de fermentation malolactique, et l'idée c'était de se dire qu'on renouvellerait des analyses s'il y avait des apparitions après, durant l'élevage des vins. Ça ne s'est pas présenté, ou après, bon, il y a eu des assemblages aussi, donc on n'a pas pu suivre tous les vins, mais c'était l'idée initiale.
Donc, vous avez là représenté finalement l'échantillonnage de cette année. Donc, au niveau des couleurs, déjà, on a pu avoir un vin orange, 3 vins rosés et des vins rouges. Donc, pas de blanc, ça arrivait un petit peu tard. Les vendanges des blancs étaient très précoces cette année. Concernant les cépages, donc c'était une variabilité des cépages ou des assemblages. Donc, ce qu'on peut peut-être dire, sans faire de conclusion, hein, c'est qu'on retrouve pas mal les grenaches sur ces cuvées qui étaient donc potentiellement à goût de souris, hein, donc soit seules, soit en assemblage. Sur la 4e colonne, vous avez donc la perception des goûts de souris à la dégustation, donc qui a été faite soit par l'œnologue, soit par le vigneron. Donc, ce n'est pas par un seul jury de dégustation, hein, on insiste bien. Il se trouve que cette année, finalement, sur ces cuvées à potentiel goût de souris, il n'y en a que 4 qui ont présenté réellement une apparition de goût de souris pendant le suivi. Donc, c'était des vins qui étaient essentiellement non sulfités. À noter également un itinéraire de vinification sur le rouge de la cave J, où il y a une thermovinification et une macération préfermentaire à chaud. Donc, par rapport à ce qu'on disait sur la température, c'est intéressant de le noter. Sur le levurage, donc essentiellement les cuves étaient levurées, sauf 3 cuves, dont 2 qui ont présenté des goûts de souris. Alors, lien, pas lien, ça c'est la question reste en suspens. Sur les itinéraires d'ensemencement en bactéries, donc les itinéraires sont variés avec ensemencement ou non, et on ne voit pas forcément de relation avec l'apparition des goûts de souris sur les vins. Dernière remarque, donc on a noté les intrants utilisés pour voir si effectivement on voyait un peu des relations entre goût de souris et type d'intrants, notamment peut-être les apports d'azote, et là également à première vue, donc il n'y avait pas de lien direct sur de probables apports d'azote ou pas d'apport d'azote et goût de souris. Voilà, donc en fait, l'objectif, c'était de voir si on trouvait un peu des indicateurs sur ces productions de goût de souris. C'était très ambitieux. Là, on est plutôt sur peut-être quelques pistes de travail pour aller plus loin par rapport aux résultats et aux analyses qui ont été faites. Alors, premier point, donc le dosage des molécules de goût de souris elles-mêmes, c'est présenté en fonction donc, des vins sur lesquels on a perçu ou pas les goûts de souris. Donc, vous avez à droite de la ligne rouge les vins sur lesquels on a perçu les goûts de souris, et à gauche ceux sur lesquels on n'a pas perçu les goûts de souris. Et donc, vous voyez sur ces analyses de molécules fin de fermentation malolactique qu'il n'y a pas forcément de corrélation entre fort dosage de molécules et apparition de goût de souris. Donc, on voit bien que voilà, il y a un problème de corrélation entre ce qui a été perçu et ce qu'on a analysé derrière. À noter donc sur la cuvée F, il y a eu une analyse qui a été faite dès la fin de fermentation alcoolique parce que les goûts de souris avaient été perçus et on avait un fort dosage de molécules, mais qu'on ne retrouve pas sur le dosage fin FML. Voilà, donc ça pose quand même pas mal de questions. D'une part sur déjà finalement la stabilité des échantillons. Donc là, Lucie nous a proposé des essais qu'ils avaient faits sur des fortes oxydations de vin brut qui montre donc notamment sur le graphe de gauche qu'un vin fortement oxydé, on a une forte augmentation de la molécule ATHP suite à cette oxydation. Donc, nous, les prélèvements ont été faits, ils ont été congelés, mais il n'y a pas eu forcément de précaution particulière par rapport à ça. Donc, il est possible aussi que les échantillons n'étaient pas du tout les mêmes d'un point de vue oxydation entre le moment où le goût de souris était perçu en cave et le moment où il a été analysé. Donc, ça a pu impacter effectivement sur les molécules. Donc, ça pose quand même pas mal de questions sur la méthodologie d'échantillonnage pour arriver à être au plus juste sur les analyses. Également, on a vu qu'il y avait une diversité de descripteurs. Donc là, on parle plus des questions sur la méthodologie de perception de ces goûts de souris avec des descripteurs variés selon les molécules. Donc, il y a encore beaucoup de travaux pour arriver à avoir une méthodologie qui soit vraiment pertinente, reproductible. Et donc, j'ai insisté sur le fait que ce n'est pas un seul jury qui a dégusté les échantillons. Et donc, on voit qu'il y a une variabilité aussi peut-être de perception à ce niveau-là des goûts de souris. Donc, des travaux, encore des pistes de travaux à mener sur ces aspects-là. Alors là, vous avez l'analyse donc de l'acidité volatile, donc fin de fermentation alcoolique et fin de fermentation malolactique. Donc, on voit que
Bon, les niveaux d'acidité volatile sont variables. Alors, à noter qu'on a le groupe là, des vins qui sont blancs et rosés et le groupe des vins qui sont rouges. Sur les vins où on a perçu des groupes souris, ce sont que des vins rouges. Donc, il peut y avoir aussi, voilà, donc a priori, peut-être un effet matrice déjà sur les niveaux d'acidité volatile. On ne peut pas conclure sur voilà, quelque chose une relation entre les goûts de souris et les niveaux d'acidité volatile à ces étapes-là. Par contre, si on regarde la variation de l'acidité volatile entre fin fermentation alcoolique et fin fermentation malolactique, peut-être qu'il y a des pistes, alors je ne parle pas de conclusion, hein, mais que des pistes de réflexion sur voilà, plus fortes variations, en tout cas sur 2 échantillons sur 4 des vins sur lesquels on a perçu des goûts de souris par rapport aux vins où il n'y avait pas de goûts de souris. Regardons maintenant les analyses de pH, donc fin de fermentation alcoolique aussi et fin de fermentation malolactique. Donc là également, un effet matrice hein, sur des pH un peu plus faibles sur orange et rosé par rapport au pH des vins rouges. Alors, sur les vins à goût de souris, on a un peu cette impression que les pH sont plus faibles que sur les vins sans goût de souris. Pourtant, on disait tout à l'heure que il y a une volatilité, enfin, les molécules sont beaucoup plus volatiles avec des pH plus élevés. Donc, ça paraît à première vue assez paradoxal. Si on regarde maintenant la variation du pH, donc sur le graphe de gauche, vous avez la variation du pH entre fin FA et fin FML et mis en relation avec la perception du goût de souris. Donc peut-être des pistes aussi à approfondir sur le fait que donc sur des variations un petit peu plus élevées, il y a une perception du goût de souris enfin en tout cas on perçoit un peu plus le goût de souris. C'est je ne sais pas si on peut parler de tendance, hein, mais il faut le réfléchir et l'approfondir parce que autant on a aussi des échantillons sur lesquels on a des fortes variations de pH et où on ne perçoit pas de goût de souris, et inversement, des échantillons, on a des forts goûts de souris et sur lesquels il n'y a pas de variation de pH. Donc bon, tout ça, ce ne sont que des pistes de réflexion. Le graphe de droite vous montre les niveaux de pH fin de fermentation malolactique mis en relation avec les dosages de molécules de goût de souris. Donc là également, il semblerait qu'il y a une tendance sur des pH un peu plus élevés à avoir de doser un peu plus de molécules, mais tout ceci reste encore à préciser et à retravailler. Nous en venons maintenant au dosage des acides aminés donc, qui ont été faites fin de fermentation alcoolique et fin de fermentation malolactique. Donc là, vous avez quelques acides aminés précurseurs des molécules de goût de souris. Donc les histogrammes en clair sont les analyses fin de fermentation alcoolique et les histogrammes foncés sont les analyses fin de fermentation malolactique. Donc premier constat, c'est qu'effectivement, là aussi, il y a une grosse variabilité des teneurs de ces acides aminés en fonction des matrices et également qu'il y a des teneurs très variables en fonction des acides aminés. Donc de ce fait, c'est vrai d'essayer de voir l'effet de production goût de souris par rapport à ces effets matrices, c'est très complexe. D'autre part, vous voyez que les teneurs, elles sont dosées en milligrammes par litre d'acides aminés. Les goûts de souris, on les mesure en microgrammes par litre. Donc, de ce fait, on a de toute façon des teneurs en précurseurs énormes par rapport à ce qui est utilisé pour la production de goûts de souris. Donc, la variabilité est difficile à mettre en évidence. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de choses intéressantes à travailler, mais à première vue, ce n'est pas évident. On a quand même regardé en fait le pourcentage d'évolution des teneurs de ces acides aminés précurseurs entre la fin de fermentation alcoolique et la fin de fermentation malolactique. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'on a plutôt tendance à avoir une augmentation. Donc, ce n'est pas forcément une production, mais plutôt peut-être un relargage des acides aminés par les micro-organismes ou peut-être les levures qui sont présents dans les vins. À l'issue des 2 fermentations, plutôt qu'une disparition. Et il semblerait que ce relargage est moins important sur les vins sur lesquels on a des goûts de souris que sur les vins sans goût de souris. Là encore, pas de conclusion hâtive. On est sur 12 échantillons, plutôt des pistes de travail sur ces précurseurs.
Pour finir, donc, là, je vous ai remis l'évolution des cinétiques fermentaires sur l'ensemble des échantillons. Tout ça pour dire que c'est difficile de conclure sur, à première vue sur une cinétique particulière par rapport à la perception des goûts de souris. En tout cas, on n'a pas assez d'échantillons pour essayer de mettre en évidence quelque chose. De la même manière, vous avez là le suivi des températures de fermentation alcoolique sur donc les différentes cuvées vinifiées. Donc, pareil, entre guillemets, j'allais dire, ça part un peu dans tous les sens. On a quelques pics pics, si on peut dire, de température. Alors, on a 31 au départ, donc ça, c'est la cuvée qui a été thermo-vinifiée. Des pics un peu à 29 degrés ou en dessus de 27 degrés sur des vins, effectivement, qui présentent des goûts de souris. Mais en même temps, on a aussi un vin qui monte à 31 et sur lequel on n'a pas perçu de goût de souris. Donc, voilà, cet effet de température est encore soit réétudié parce que bon, il semble quand même qu'il y a un effet par rapport aux réactions de Maillard, mais peut-être au-delà de la fermentation, voire sur l'élevage aussi, ça serait peut-être une piste aussi à travailler. Voilà, donc bilan et piste de travail suite à ce plan de surveillance. Donc le goût de souris sur les essais, sur les cuvées que l'on a suivis est ressorti plutôt sur les vins en fin de fermentation alcoolique. Donc ça serait peut-être intéressant de faire un suivi aussi des vins pendant l'élevage. Hein, là, ça a été un petit peu plus complexe. Donc il n'y a pas de... Je ne vous ai pas présenté les résultats suite aux analyses microbiologiques parce que c'est difficile de conclure parce qu'il y a différentes méthodes qui ont été utilisées pour faire les analyses microbiennes, donc difficilement comparables et on n'est pas descendu au niveau de l'espèce, hein, sinon c'était des coûts exorbitants. Et de ce fait, bon, effectivement, on dose des bactéries lactiques dans pratiquement tous les vins, mais ce qui peut être effectivement classique et qui n'apporte pas plus d'informations par rapport à ça. Donc, il faudrait vraiment des analyses plus fines. De la même manière, les analyses d'azote sur mou ne montrent rien sur ces essais suivis et les analyses d'éthanol, on a quelques échantillons qui n'ont pas pu être analysés et de ce fait, on n'a pas de conclusion sur l'éthanol. En tout cas, ce n'était pas un indicateur intéressant vis-à-vis de cette problématique goût de souris dans ce suivi-là. Donc quand même il y a des pistes de travail, hein, donc notamment sur les acides aminés, donc c'est sur ces précurseurs, hein, donc c'est assez complexe. Il faudrait peut-être travailler sur des vins qui ont soit des teneurs très faibles pour essayer de mettre en évidence des variabilités. D'autres pistes aussi donc sur les cépages, donc à voir la variation de pH, la variation d'acidité volatile et les températures. Et puis un travail aussi sur la méthodologie d'échantillonnage, comme on disait au début, et la méthodologie de perception des goûts de souris. Donc effectivement, c'est les prochains axes de recherche, enfin un peu de tous les partenaires techniques, hein, mais qu'on souhaiterait aussi mener. Donc si on a la possibilité de monter un programme de recherche au niveau régional, donc ça sera les thématiques. Donc une étude de suivi des vins un peu sur le principe de ce qui a été fait dans le Val-de-Loire, dans le sens d'avoir vraiment un gros échantillonnage de vins pour essayer de compiler un maximum d'informations, donc sur des vins finis et sur les prochaines vinifications, et puis sur les pistes que je vous ai citées juste avant dans le bilan de ce plan de surveillance. Donc, de ce fait, on fait appel à vous pour voilà, qui êtes concernés par ces problématiques de goût de souris. Donc, d'une part, pour essayer de travailler donc, sur cette méthodologie de perception, donc il nous faut des vins avec des goûts de souris. Donc, effectivement, merci de vous identifier si vous êtes intéressé, si vous serez prêt à nous fournir des vins, malheureusement, qui chez vous poseraient ce type de problème. Donc, il y a un premier atelier qui sera fait avec les partenaires techniques le 11 mai. Et puis, l'idée, c'est aussi, à l'issue de cet atelier, s'il y a des méthodologies qui peuvent être un petit peu plus précisées, de pouvoir faire une formation aussi des professionnels, de vous proposer une petite formation avant l'été. Et ensuite, le deuxième point, c'est effectivement, si on veut faire une étude de suivi à grande échelle des vins, c'est de vous identifier et de vous signaler de manière à ce qu'on puisse vous contacter pour faire ce suivi donc sur des vins finis
fourni avec les données sur les process de vinification et puis pour les prochaines vendanges. Voilà, donc je vous remercie beaucoup de votre attention. On va laisser la place à quelques questions.